Chers téléspectateurs de Wafrica TV, bonjour et bienvenue dans Interrogeons-nous. Connaître ses pouvoirs, disent les dictons. Et on a vraiment l'impression que plus on a des connaissances, plus on a du pouvoir, plus on occupe des espaces, plus on gagne du terrain. Ainsi, nous rendons compte socialement que ceux qui connaissent moins ont davantage moins de pouvoir, si vous permettez que je m'exprime ainsi. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci de m'accueillir à cette émission. Merci infiniment d'être là et de venir réfléchir avec nous sur la connaissance. J'ai, comme de coutumé, comme à la coutume dans notre émission, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir qu'est-ce que la connaissance, professeur Mouchili? Merci et merci pour la question. Il s'agit d'une question apparemment simple, mais qui serait l'une des plus difficiles de l'histoire de la connaissance, s'il faut parler ainsi. Parce que lorsqu'on parle de connaissance, et dans son étymologie, bon, c'est un peu comme ça veut qu'on arrive au monde. Connaissance, voyez-vous. Or, dans les faits, il ne s'agit pas de cela, puisqu'il s'agit d'un processus d'élaboration d'un ensemble de savoirs fondés au moins en objectivité. Bon, l'objectivité ici intègre un ensemble d'autres critères, qui sont les critères de logique, le critère de nécessité et le critère d'universalité. Ça veut dire que, au premier abord, on peut croire que la connaissance, c'est tout ce qu'on a en nous et qui serait de simples réalités mentales. Une réalité mentale est la première idée qu'on reçoit des choses sans avoir fourni un effort d'intelligibilisation de ce qu'on a reçu comme connaissance. Parce que la connaissance commence à partir du moment où, après avoir posé les bases qui permettraient de distinguer entre la perception empirique primaire d'une chose et la volonté d'introduire dans la chose qu'on veut faire, qu'on veut transformer en connaissance, un ensemble de données qui pourront faire en sorte que cette donnée ne soit pas tout simplement perçue comme un élément qui s'accole ou alors auquel notre sensibilité avec lequel notre sensibilité a un rapport, parce que nous sommes des êtres déjà sensibles, nous sommes connectés à un monde, nous recevons des informations à partir des sens. Là, on n'est pas dans la connaissance, on est dans la perception primaire de la réalité. Et il faut construire cette connaissance en allant chercher, c'est-à-dire dans l'intimité de la chose, si on est en science expérimentale, dans l'intimité de la chose, ce qui fait la formule fondamentale de cette réalité. Voyez-vous, prenons le cas, pour avoir une explication plus plausible et plus simple, le cas de l'eau. Nous avons de l'eau en matière, à l'état gazeux, nous avons de l'eau à l'état liquide, nous avons de l'eau à l'état solide. Qu'est-ce qui fait la réalité intrinsèque, intime même de l'eau? Ce sont ses composantes. Et les chimistes ont pensé qu'il y a l'atome est constitué d'un atome de H2O, c'est-à-dire de deux atomes d'hydrogène d'un atome d'oxygène. Voyez-vous? Ça veut dire que quel que soit l'état dans lequel se trouve l'eau, cette formule est ce qui permet de ne jamais oublier la composante qu'on appelle eau. C'est-à-dire les données qui entrent dans la constitution de l'eau permettent d'avoir une formule universellement comprise de ce qu'on entend par eau. Mais si on reste au niveau de la perception empirique, je ne sais pas si au premier abord, on va nécessairement établir le rapprochement entre une eau à l'état liquide, une eau à l'état gazeux et une autre eau à l'état solide. Mais il faut que le chimiste nous dise qu'à l'état liquide, il y a une sorte de rapprochement entre les constitutions chimiques de ce liquide. Et à l'état gazeux, il y a que la distance devient plus grande entre les différentes composantes, et c'est pour ça que l'eau se trouve à l'état gazeux. Et à l'état solide, il y a davantage de rapprochement, c'est-à-dire la distance qui existe entre
les différentes composantes de l'eau s'amenuisent et on a l'eau à l'état solide. Or, on ne peut pas expliquer cela juste en voyant des yeux de l'eau. Il faut aller dans les constituants chimiques pour penser ce que serait l'eau et en donner une formule qui serait universellement acceptable. Donc, dans un premier temps, on peut dire que la connaissance n'est pas la perception primaire que nous avons de la réalité, mais c'est la construction que nous faisons à partir de la perception primaire des choses, à partir de l'imagination, à partir des inventions. Ça ne vient pas au premier abord. Ce n'est pas une formulation primaire de l'identité d'une chose. Non, c'est une élaboration qui peut, dans certaines conditions, exiger que nous utilisions des instruments, selon qu'on est en sciences ou en d'autres domaines de savoir. Oui, oui. Prof, permettez-moi de poser une question vraiment naïve. La connaissance est-elle en nous ou en dehors de nous? La connaissance, il faut sortir de nous pour aller chercher la connaissance. Et la connaissance, mais ça ne veut pas dire qu'on va rester dans une sorte d'empirisme primaire. Parce que le donné de la réalité ne peut pas nous dicter sa forme, ne peut pas nous dicter son sens, ne peut pas nous dicter son essence. Le réel en science, par exemple, est construit. Ça signifie que nous avons à être en contact avec le monde, mais notre intelligence doit construire la réalité définitive de ce avec quoi nous sommes en contact. Voyez-vous? Ça veut dire qu'il y a quand même une participation des entités empiriques de l'expérience et une construction à partir de notre capacité de construire. C'est-à-dire cette construction peut exiger de nous, comme j'ai dit tout à l'heure, des instruments parce qu'il faudra peut-être poser des hypothèses et après observation, et vérifier ces hypothèses, confirmer ou infirmer ces hypothèses avant même d'en faire l'objet d'une connaissance. Du coup, on peut soupçonner toute connaissance d'être empreint de préjugés. Oui, les préjugés entrent dans la connaissance, mais ne structurent pas la connaissance. Parce qu'à partir d'un préjugé, on peut avoir, comment on appelle ça, l'intuition qui nous conduit à l'élaboration d'une technique de savoir. Ça veut dire que tout ce qui existe peut nous inspirer, y compris les préjugés. Mais le préjugé ne peut pas être le fondement de la connaissance, c'est-à-dire la justification de la réalité d'une théorie élaborée ne peut pas être fondée en préjugé. Mais le préjugé peut être quelque chose qui inspire le chercheur. Oui, oui. Prof, si je rentre à la décomposition du mot, tel que vous l'avez fait au départ, si je prends le con là, comme un cum, ensemble, ensemble, est-ce qu'on peut dire que la connaissance, c'est le connaître avec les autres, connaître ensemble avec les autres? Du coup, on peut croiser les préjugés pour avoir l'objectivité. Non. Là, vous êtes en train de vouloir mettre l'objectivité dans le registre de l'intersubjectivité. C'est vrai que l'objectivité débouche sur l'intersubjectivité, mais ça ne signifie pas que lorsque j'élabore une théorie, prenons un exemple avec Albert Einstein, qui en son temps a élaboré la théorie de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la quantité de mouvements qu'effectue un électron, par exemple, en un temps précis, doit être connue si on a la masse d'un électron et qu'on multiplie par le carré de la vitesse de la lumière. Voyez-vous, il établit ça dans un laboratoire en réfléchissant et en détectant la fonctionnalité même de l'électron, sa capacité à être énergétiquement déterminé. Mais s'il reste avec cette réalité sans la publier, est-ce que ça signifie que ce n'est pas objectivement fondé? Non, ce n'est pas ça. Ce qui fonde la vérité scientifique, c'est vrai que je n'aime pas trop dire vérité, c'est-à-dire l'actualité ou l'opportunité d'une théorie scientifique, c'est davantage les tests qu'on peut effectuer pour confirmer ou infirmer cette théorie. Si d'autres tests ne viennent pas infirmer la théorie, ça signifie que la théorie là est valable, est le paradigme valable
jusqu'à ce que, à partir du progrès de la science, qu'on imagine d'autres facteurs pouvant venir ébranler la théorie qui était en vigueur. Sinon, ce n'est pas... La vérité scientifique ne s'impose pas après une campagne de sensibilisation. Non. Prenez les vérités politiques, mais pas scientifiques. Ça veut dire que, comme on est dans des domaines de savoir, et même, il faudrait savoir que les vérités sont davantage fragiles dans d'autres secteurs, comme en politique, par exemple, où vous pouvez faire un sondage ce soir. Et vous voyez, vous avez des tendances par rapport à l'opinion populaire. Mais ça ne signifie pas que de ce moment où vous avez fait le sondage, à 2 jours après, les gens, ceux qui vous avez fait des tests, maintiennent la même opinion. Voilà. Oui. Or, en science, il s'agit de rendre les instruments efficaces pour que la formule scientifique qu'on établit soit la plus crédible possible. Puisque la science est dans le registre des possibilités, étant donné qu'il faut admettre en science la probabilité et la statistique. Voyez-vous, ça signifie que l'intersubjectivité en science n'est pas un facteur fondamental permettant d'établir la vérité scientifique. Ce qu'il faut penser de la science, c'est le principe de démonstration et d'expérimentation qui permet de confirmer les principes de démonstration et d'expérimentation qui vont permettre de confirmer une théorie. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre de personnes qui adhèrent à la théorie, non. Parce que le savoir est élitiste. Étant donné que le savoir est élitiste, vous pouvez être seul à comprendre qu'une formule est crédible à partir des données, des tests, des données expérimentales que vous avez à main et qui vous permettent de prouver s'il est possible en public ce que vous avez pensé comme découverte ou invention. Professeur, le prétexte de notre émission, on en a parlé en off, c'était justement le contexte culturel dans lequel nous sommes, où des gens, des populations, notre majorité ont des connaissances, des gens ont des connaissances qu'ils utilisent tous les jours et qu'ils considèrent à un moment donné, vous voulez éviter le thème de vérité, vraiment comme des vérités. C'est-à-dire que dans leur expérience quotidienne, ils sont sûrs que telle chose, en prenant telle chose et en mettant en côté telle chose, il y a tel résultat. Sans même jamais l'avoir expérimenté dans un laboratoire, sans même avoir le simple désir de questionner ce qu'ils considèrent comme vérité. Cet empirisme-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir, puisqu'il faut en sortir finalement? Non, vous savez, les habitudes s'imposent parfois à nous de façon coercitive. Mais ça ne signifie pas qu'on ne peut pas se détacher des habitudes. Mais il faut aussi savoir que la tendance de la masse, c'est d'adhérer naïvement à des préceptes qui peuvent être de l'ordre du préjugé ou des idées préconçues. Oui. Bon, mais est-ce que c'est ça donc qui devrait être partagé comme connaissance? Ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle les écoles sont créées, pour qu'on apprenne de façon méthodique à accéder à la connaissance. Sauf que sortir même de ces écoles, parce que l'expérience que je viens de décrire, qui peut s'appliquer dans la population de manière générale, on la voit même chez ceux qu'on considère comme des intellectuels. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont fait des parcours de 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans d'école, mais qui sont assujettis à des formules magiques. Il faut rester attaché à la culture du savoir. Parce que le premier choc pour celui qui veut accéder à la connaissance commence à partir du moment où les réalités, les théories élaborées, pensées et justifiées à partir des tests, viennent rencontrer ce que j'entends par réalité mentale, c'est-à-dire des dispositions qui sont comme des préjugés, des idées préconçues que nous avons eu l'habitude de retenir comme connaissance. C'est-à-dire le choc qui existe, parce que ça ne vient pas, ce que vous apprenez de façon élaborée n'est pas retenu aisément par votre intelligence. Il y a ce choc entre votre habitude à comprendre les choses d'une manière et
la volonté de la science de vous imposer une démarche méthodique qui n'est plus la même qu'avant. Avant, il était aisé d'admettre sans interrogation quelconque qu'une connaissance de masse pouvait être considérée comme connaissance au sens scientifique du terme. Mais ce choc doit être le début de l'élaboration de l'esprit scientifique. Parce que là, il va falloir soit accepter de se remettre totalement en cause, parce que tout ce qu'on a reçu auparavant n'était pas élaboré, n'était pas formalisé, n'était pas n'obéissait à aucune logique démonstrative ou d'expérimentation. Et on vous dit que désormais, pour admettre une réalité, il faut être capable d'aller jusqu'au niveau de la compréhension de la chose, c'est-à-dire au plus profond d'elle-même, au plus profond de cette chose. Et là, il faut creuser, il faut bêcher, il faut fouiller, il faut retourner et retourner encore le donné empirique avant d'en tirer l'essentiel qui va faire de vous celui qui connaît la chose, parce que vous avez la formule chimique qui compose le donné qui autrefois était brut, massif et ne renvoyait à aucune formule précise parce que vous n'aviez qu'une connaissance issue d'un empirisme naïf. Donc, on va penser le circuit d'élaboration de la science comme dans la formation de l'esprit scientifique d'un Gaston Bachelard. C'est-à-dire, comment rajeunir spirituellement? C'est accepter de se remettre en question totalement. Mais il y a des formes dogmatiques d'acquisition de savoir qui ne permettent pas qu'il soit aisé de sortir de ce que nous avons enregistré auparavant comme des connaissances, alors que cela n'était pas au sens premier du terme, effectivement, des connaissances. Oui, oui. Prof, dans toutes les sociétés, il y a la population, il y a une élite, il y a des, appelons ça des universités ou des scientifiques. Oui, oui. Mais on constate que chez nous, ça va peut-être plus lentement. Est-ce que c'est parce que l'élite qui devrait peut-être porter cette remise en question et la transmettre à la population, à la généralité, est-ce que c'est parce que cette élite-là n'a pas suffisamment pris conscience de ce que c'est que la science? Bon, moi, je n'aimerais pas qu'on entre trop chez nous parce qu'il faudrait aussi définir le sens qu'on met dans le concept d'élite chez nous. Oui. Oui, oui. Parce que, vous savez, la marque de l'élitisme chez nous est plus accrochée à la possession de celui qui entre dans le cadre de l'élite. Oui. C'est de moins en moins un concept qui prend en charge l'intellectuel. Parce que il faut être tout le temps matériellement opérationnel ou financièrement opérationnel pour entrer dans le corps de l'élite. Oui. Bon, Nous ne parlons pas de cela. Nous ne parlons pas de cela. Oui. Bon, maintenant, le savoir est élitiste parce que cela exige une sélection dans la masse. Parce que tout le monde ne va pas accéder au savoir. C'est ceux qui auront accepté de se soumettre à une rigueur de travail qui leur impose de se détacher de tout ce à quoi ils étaient attachés auparavant. C'est-à-dire les préjugés, et les idéologies mal reçues, la croyance naïve à des coutumes, à des perceptions ancestrales. Des habitudes. Oui, aux habitudes. Oui. Bon, la science est une dynamique qui elle-même se remet en cause tout le temps. Or, on aime bien, par habitude, penser que c'est celui qui a accumulé le savoir. Parfois, ce qu'il a accumulé ne relève même pas d'un ensemble d'idées élaborées. Mais il aura peut-être le titre de patriarche dans un village. Bon, le patriarcat,
qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce la longévité ou alors la capacité à donner des réponses adéquates ou à s'interroger de façon optimale, pertinente et avenante face à des problèmes précis? C'est à ce niveau qu'il faut se poser des questions. C'est pour cette raison que quand on parle de l'élite chez nous, moi j'ai toujours peur d'aborder ce genre de questions parce que dès que vous avez un paquet d'argent chez nous, alors vous êtes l'élite. Comme une élite. Oui, oui. Vous êtes, oui, oui. Sauf quand on dit je connais, Oui, je connais une chose, oui. quel est le contenu d'une telle proposition? Ça veut dire que le réel dont je parle et qui fait l'objet de ce que je connais, j'ai perçu comment il est structuré, comment il est organisé, comment il fonctionne et quel est le facteur fondamental rendant possible l'existence de ce même réel. À ce niveau, il faut comprendre la réalité de la chose jusqu'à son entité, jusqu'à sa plus simple expression. C'est-à-dire, quelle est l'entité le plus infime constituant l'essentiel de ce qui fait l'objet de ce que je connais. Voyez-vous? Voilà. Ça veut dire que lorsque j'aurai connu une chose, l'élaboration de cette connaissance doit être capable de convaincre autrui, ou alors doit accepter la critique de l'autre. Une critique qui pourrait me pousser à infirmer ma position, ou alors à la confirmer. Voyez-vous? Donc, l'intersubjectivité n'est qu'un élément subsidiaire qui arrive plus tard, quand on fait des écrits ou des émissions de vulgarisation de la science. Tout le monde peut savoir que E est égal à mc carré, parce qu'il y a des émissions qui vulgarisent cela et qui nous enseignent comment est constitué un atome et comment fonctionnent les électrons à l'intérieur de ces atomes et quels sont les mouvements dont ils sont capables et en quoi sont-ils capables d'énergie. Pourquoi dit-on que la matière n'est pas inerte? Bon, on peut savoir tout cela. Mais maintenant, la véritable connaissance commence à partir du moment où, en vous enseignant par exemple un cours d'électricité, quand vous en sortez, vous êtes capable par vous-même de monter un interrupteur. Voyez-vous? Sinon, on reçoit un ensemble de messages théoriques qu'on peut aussi réciter à notre tour sans être capable de véritables connaissances. Voyez-vous? Parce que quand on connaît, cela doit mouler notre personnalité. C'est-à-dire, notre connaissance doit mouler notre personnalité. Vous ne pouvez pas me dire que vous connaissez l'électricité alors que vous ne savez même pas comment on peut faire pour monter un interrupteur ou le démonter. C'est à ce niveau que je parle de connaissance. Parce que dans les agissements de celui qui connaît, on voit bien comment sa formation l'a moulé et a déterminé sa personnalité. S'il y a un déphasage entre votre personnalité et ce que vous dites connaître, ça veut dire qu'il y a eu un problème au cours de cette formation. Oui, oui. Et du coup, cette notion de connaissance doit être continue, parce que si la matière n'est pas inerte, ça veut dire qu'elle reste en mouvement, même après que vous ayez acquis des connaissances que vous semblez maîtriser. Oui, oui. Non, ce que nous connaissons de la matière, par exemple, c'est l'aspect que la matière a bien voulu nous montrer. À ce moment-là. En ce moment-là, oui, oui. Parce que le contact entre l'instrument et la matière crée une modification de la matière. Et ce qui fait que nous n'allons jamais connaître la matière dans son état initial. On ne peut que supposer. Et cette supposition, lorsqu'on fait cette supposition, parce qu'on a l'habitude de rencontrer des électrons de ce genre, se comporter de cette manière, on est là dans une forme d'interprétation métaphysique de la physique. Voyez-vous? Parce que c'est à ce niveau que la métaphysique moderne est de l'ordre de ce que Gaston Bachelard appelle métaphysique objectivement rectifiée. Parce que c'est une métaphysique qui est indispensable à l'interprétation des démonstrations physiques. Surtout quand on arrive dans la physique des particules à ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Le fait que, de façon simultanée, on ne peut pas connaître à la fois la position
la vitesse d'un électron. Bon, en sachant que lorsqu'on va vers l'électron pour connaître sa vitesse, on l'a même déjà modifié. C'est-à-dire, et pour si on veut connaître la position, on viendra modifier notre foi. Donc, si on peut chercher à supposer un élément après avoir trouvé un premier, ça signifie qu'on est dans le principe de complémentarité qui, pour moi, est une sorte d'interprétation métaphysique de la réalité physique. Prof, si je reviens à ma petite introduction de tout à l'heure, connaître et pouvoir, ou bien connaître pour pouvoir, est-ce qu'on peut considérer que la vocation de l'être humain, c'est effectivement de connaître? Oui, connaître, c'est un devoir d'existence. Voyez-vous? Oui. Si vous ne connaissez pas, comment allez-vous survivre? Comment allez-vous vous prémunir contre les dangers, par exemple? Les dangers liés à la nature. Parce que nous nous sommes tellement focalisés sur la dangerosité de la science qu'on oublie que la nature est par nature monstrueuse. Alors, que la nature est à l'origine monstrueuse. Voyez, avec tous les cataclysmes dont elle est capable, avec tous les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la nature n'a jamais été, j'allais dire, non dangereuse. Elle est foncièrement hostile à l'épanouissement de l'homme. Ça, c'est dès l'origine. Bon, maintenant, nous ne faisons que chercher à comprendre la nature, à connaître la nature, à la maîtriser, pour lui imposer de vivre selon que nous souhaitons, de continuer à exister selon que nous souhaitons, parce que nous voulons rendre notre vie épanouie dans cette nature qui, à l'origine, est hostile. Il semble aussi que nous devons nous adapter à ce que cette nature qui est changeante là nous impose tout le temps. Oui, nous devons nous adapter peut-être pas sur le plan corporel, mais davantage aussi sur le plan de nos connaissances. C'est-à-dire nous, oui, justement, je voudrais parler comme Bacon. Bacon dit, pour commander la nature, il faut savoir lui obéir. Bon, nous savons que nous sommes nous-mêmes des êtres, l'homme est un être environnemental. Et un être environnemental ne peut pas survivre en dehors de cet environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui fabriquons l'air que nous respirons. L'air est en dehors de notre organisme. Nous avons tout simplement un appareil respiratoire qui a des capacités nécessaires lui permettant d'aller capter cet air en dehors du corps pour alimenter ce corps. Voyez-vous? Par conséquent, on a intérêt à ce que l'air continue à exister avec le dosage normal de tous les types de gaz qui se trouvent pour que la vie continue. Donc, on ne va pas penser comme dans certaines perception religieuse où on croirait qu'il résisterait un souffle de vie à nous et qui ferait en sorte qu'on devrait penser que l'homme vivrait de façon autonome par rapport à la nature. Non, l'homme lui-même est une entité environnementale et il a besoin que la quantité d'oxygène voulue pour que l'existence continue persiste, demeure parmi les constituants de l'atmosphère. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que maintenant, si on veut se penser comme des êtres qui influencent la nature, nous devons aussi savoir que cette nature mérite une sorte de protection pour que la vie, chaque fois, reste possible. Voyez-vous? C'est pour cette raison qu'en science, on introduit la nécessité de revisiter chaque fois les possibilités dont est capable la science. Parce que la science nous offre plusieurs possibilités. Et entre autres possibilités, il n'existe aucune science au degré de risque zéro. Mais quand même, sachant que les risques sont créés et que nous pouvons inventer une éthique du vivre qui associe la capacité de contourner ou de vivre avec le risque sans en mourir, alors il faut essayer toutes les possibilités, mais pourvu que parmi ces possibilités, la vie continue. Mais ça ne peut pas être une éthique a priori. Non, il ne peut pas y avoir une éthique a priori parce que quand nous faisons la recherche, nous voulons entrer en contact avec l'inconnu. Et nul ne sait quel serait le comportement de ce qui est encore inconnu lorsqu'on l'aura traqué avec nos instruments. Parce que la science ne caresse pas ces données.
La science traque le réel. Dans sa pratique expérimentale, la science est fondamentalement violente. Il ne s'agit pas d'une violence anarchiste, il ne s'agit pas non plus d'une violence naïve et incongrue, mais il s'agit de la nécessité pour nous d'aller trouver dans le tréfonds de la nature les éléments qui la constituent et qui permettent de la comprendre le mieux possible. Prof, on peut quand même noter qu'aujourd'hui, en cette période-ci, la connaissance, il est un peu plus difficile de connaître qu'il en était au XIIe siècle, parce que les gens, ils pouvaient être stabilisés sur des formes de connaissances et durer là-dessus. Mais on arrive quand même dans un contexte où le rapprochement des mondes fait qu'il y a une éternelle transformation, un éternel renouvellement, qui fait que l'individu, avec la masse, le flux d'informations qu'il reçoit chaque jour, doit s'adapter et se situer personnellement et se situer avec et par rapport à son contexte. Oui, le XIIe siècle dont vous parlez est le XIIe siècle médiéval, surtout européen. Où, parce que c'est... en Asie, on ne peut pas dire la même chose. En Asie, il y a déjà des avancées en mathématiques. Oui. Il y a déjà des avancées en physique. Voyez-vous? Sauf que les Asiatiques, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'ils n'implémentent pas ça le plus tôt possible en faisant des éléments culturels qui structurent la civilisation telle que nous vivons, une civilisation techno-scientifique aujourd'hui. Oui, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'au XIIe siècle, on pense le savoir comme cela? C'est justement parce que la science ayant été embrigadée par la religion, qui avait aliéné celle-ci, la religion ayant aliéné celle-ci, pour qu'elle consiste tout simplement à préparer l'homme à la maîtrise du message évangélique. Au-delà de cela, la science n'avait pas l'autorisation d'aller contre les écrits bibliques. Et quand vous voyez même les sociétés savantes qui ont existé pendant le Moyen-Âge, à l'instar de la Royal Society à Londres et de l'Accademia del Cimento en Italie, vous comprendrez que cette charte s'élaborait comme une forme de serment vis-à-vis du religieux pour montrer à celui-ci qu'on ne va jamais enfreindre la loi. Mais si le Moyen-Âge, en s'élaborant, avait choisi plutôt la version philosophico-scientifique des Ioniens de l'Antiquité, ça n'aurait pas été la même chose. Je pense que cette civilisation de modernité que nous vivons aujourd'hui aurait même commencé avant le XIIe siècle. On a délibérément choisi la version aristotélicienne, le principe de causalité, la nécessité de fonder le monde sur la base du géocentrisme, et on a laissé 17 siècles s'écouler. C'est-à-dire, on impose l'ignorance pendant 17 siècles, l'obscurantisme pendant 17 siècles. Il faut attendre que Copernic redonne raison à Aristarque de Samos pour que la science démarre, qu'on entre dans la Renaissance italienne, parce que les Italiens, médecins, auront remis en cause l'autorité du pape au sujet de la perception qu'il fallait avoir de la peste. La religion pensait que la peste était la manifestation du péché de Dieu, du péché. D'une malédiction. Oui, oui, oui. Bon, or, on a essayé de soigner des pestiférés qui en sont guéris, et ça a créé le mouvement de la Renaissance. C'est pour ça que généralement on dit Renaissance italienne, parce que ça a commencé en Italie. C'était remise en question de l'autorité papale, de l'autorité religieuse. Et on est entré dans une philosophie qui allait s'élaborer essentiellement comme un humanisme. J'entends par humanisme le fait que, ici, la philosophie a pour début et pour fin l'homme. C'est-à-dire, il s'agit de savoir, un peu comme John Dewey le dit au 19e siècle, ces pragmatistes américains, l'homme était né pour que dans son être, il est question de son être. Il n'est plus question d'aller chercher ailleurs la réalité humaine, parce que tout est immanent à sa raison. Et sa raison fait de lui un être intelligent, un être de capacité, et qui peut utiliser ses capacités pour aménager le monde selon ses ambitions d'une vie épanouie. Prof, je voudrais avec le peu de temps qui nous reste, que nous consacrions sur la connaissance et le pouvoir. Est-ce qu'on peut considérer véritablement que chaque fois qu'il y a une nouvelle connaissance, elle bouscule
les sphères de l'ignorance. Oui, absolument. La connaissance, c'est le pouvoir. Parce que quand on sait faire. Parce que le savoir, ça articule le savoir-faire. La connaissance, qui autrefois était essentiellement théorique, c'est cette période de Moyen-Âge, le 12e siècle dont vous parlez, parce que la méthode consistait à quoi? En l'observation et en la description. Voyez-vous? Aujourd'hui, ce n'est pas l'observation et la description. Ici, il faut traquer l'objet, parce que à cette période, on avait eu l'impression que ce que nous renvoient les sens, c'est la vérité de la chose. Voyez-vous? Bon, maintenant, là, ce n'est plus le cas. On est dans une déconstruction-reconstruction, c'est-à-dire remise en cause du déjà là au profit de la construction de ce qui doit être. Parce que ce qui doit être n'est pas ce qui est déjà là. Et ce qui doit être doit se structurer à partir des moyens méthodologiques qui vont nous permettre, à l'échelle universelle, de comprendre la même réalité pour une même chose. Et non que par groupe, par coutume, par religion, chacun ait son idée d'une chose. Non. Non. C'est le principe de l'universalité qui rend la science davantage démocratique et opératoire. Il ne s'agit pas d'une démocratie au sens populaire du terme, mais il s'agit ici d'une démocratie au sens que de toutes les autres formes de savoir, c'est-à-dire les mythes, les contes, la science a réussi à établir une méthode qui fait que les autres formes de savoir, sorcellerie, magie, sont en décadence. Et la science prend le pas, nous enseigne sur le réel, nous permet de nous situer dans le monde, nous permet de savoir d'où nous venons, comment on a fait pour être comme nous sommes aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé pendant environ au moins 15 milliards d'années, c'est-à-dire depuis la perception qu'on a du Big Bang jusqu'à ce jour où nous vivons la possibilité de rendre public cet entretien. Prof, je pose la question maintenant peut-être pour le téléspectateur qui nous regarde et pour que vous puissiez lui dire c'est quoi les vertus de la connaissance. Qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on va vers le savoir? D'abord, le premier gain, c'est la sortie de la superstition, c'est la sortie de l'analphabétisme et c'est la sortie des habitudes stériles. Voyez-vous, de la monotonie. Ça veut dire on se rend compte qu'on est un être qui doit connaître pour améliorer sa condition. Et en améliorant sa propre condition, on améliore la condition des autres. Et vous avez dit tout à l'heure, connaissance et pouvoir. Il n'y a pas de développement sans la connaissance, parce que la connaissance donne le pouvoir de transformer, d'inventer et d'innover. Voyez-vous? Voilà. C'est parce que c'est la connaissance qui aujourd'hui détermine la mentalité de l'homme moderne que nous pouvons parler de développement ou de progrès humain. Donc, c'est pour cette raison que je dis à un moment que la connaissance à ce niveau était un devoir d'existence. Si on peut vivre comme la bête, mais je ne sais pas si on va s'appeler homme dans ces conditions, ou alors si on va reconnaître en nous des critères d'humanité dans ces conditions. La seule chose qu'on pourrait savoir, c'est juste que peut-être le jour de recensement, on peut vous comptabiliser parmi les habitants du même pays. Mais ça ne signifie pas que pour des objectifs de développement précis, on pourrait solliciter votre opinion. Pour ce, quels sont les instruments de la connaissance? Les instruments de la connaissance? Bon, en réalité, il y a au moins deux niveaux d'éducation déjà. L'éducation parce qu'on vit en famille, et l'éducation formelle, c'est-à-dire parce que il y a que les sociétés se sont organisées en État moderne et ont pensé l'idée et ont pensé la qualité d'homme qu'elle voudrait avoir. Bon, maintenant, à partir de là, on définit les curricula, on définit le profil du bon citoyen à partir de la qualité d'éducation et de formation qu'on impose à ceux qui doivent s'insérer dans ces sociétés politiques. Parce qu'il faut mériter d'être citoyen. On ne l'est pas juste parce qu'on est né. Encore que on ne peut pas vous comptabiliser parmi les citoyens d'un État si déjà vous n'avez pas un premier diplôme que vous appelez acte de naissance. C'est ça qui vous donne, vous octroie une nationalité. Voyez-vous? Bon, ça, c'est le premier cas. Mais là, est-ce que vous savez que vous êtes déjà membre, vous êtes déjà citoyen? Pas encore. Encore faut-il vous former, vous éduquer
Et l'éducation, ça vient de partout. Parce que ça vient de l'éducation formelle, non formelle. Et l'expérience personnelle même de chacun devrait nous permettre de savoir qu'on ne doit pas vivre n'importe comment. Et que même si l'homme est une improvisation créatrice, un peu comme le dit Bergson, il ne le fait pas à l'emporte-pièce, il ne le fait pas à l'aveuglette, il le fait dans le cadre d'une volonté établie pour que la société, à chaque fois que nous posons un acte, avance. Sur le plan personnel, on peut citer entre autres le livre. Oui, le livre qui est l'instrument de formation le plus indiqué aujourd'hui. Parce que nous sommes perdus dans les médias, nous sommes perdus dans la télévision, le cinéma, et ce flot de publicité que ces nouveaux médias nous renvoient, fait en sorte qu'on croit pouvoir déjà connaître parce qu'on est scotché à son écran, on est scotché à son poste récepteur. Le livre, l'élément fondamental de la formation, irremplaçable. Le livre, c'est-à-dire c'est le début et la fin de l'éducation. Parce que le livre a cette capacité, dans sa matérialité, de nous suivre jusqu'au chevet de notre lit et de nous imposer de le lire si on veut être au courant des enjeux de ce monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi que le livre est en retard par rapport aux informations, puisqu'ils sont instantanés, les informations? Les informations sont instantanées, mais ces informations sont jamais teintées d'émotions. La rigueur méthodologique, le tri, la qualité de l'écrit, tout ça fait que c'est après réflexion qu'on s'élève au niveau de la mise en page, de la mise sur papier de ce que nous entendons par information à véhiculer. Vous savez, une information donnée en direct à partir d'une télévision est justement le plus régulièrement possible teintée d'idéologie, teintée d'émotions. Oui. Et ce n'est pas toujours la rigueur dans la sélection du langage pour dire les choses qui s'imposent. Voyez-vous? Voilà. On peut dire à nos téléspectateurs que la connaissance change sa condition de vie. Allons-nous dire que les informations données au vif des faits seraient des informations, au sens premier du terme, qu'on considérerait comme connaissance? Je ne pense pas toujours. Parce que un reportage, les Français sont aussi intelligents. C'est-à-dire, vous faites le reportage. On n'a pas dit que vous êtes en train de peindre de la façon la plus objective possible la réalité. Vous faites un reportage. Ça veut dire que votre personnalité joue, vos considérations partisanes jouent, et par conséquent, il ne faut pas encore en faire une connaissance. C'est une information parce que ça nous donne, ça nous dit ce qui se passe quelque part. Oui, bon, maintenant, les faits et l'interprétation des faits chez l'historien qui prend ça scientifiquement, est-ce de la même manière que le journaliste? Il y a déjà une différence. C'est-à-dire que quand l'historien et le journaliste parlent de la même chose, il y a un écart. Parce que l'historien a le souci de scientifiser ce qu'il dit. Le journaliste veut capter l'attention, éblouir. Voilà. Il veut, il est même en pleine concurrence, et il veut être le meilleur à dire, qui dira ce qui se passe en y mettant beaucoup de subjectivité. C'est pour cette raison, encore que chaque radio, chaque télévision a une ligne éditoriale. Voyez-vous, qu'est-ce que la ligne éditoriale? Maintenant, est-ce que les laboratoires doivent avoir des lignes éditoriales? Ça, c'est différent parce que ce qui doit être soumis à la critique, à la falsification, voyez-vous, au test d'expérimentation, comment allez-vous faire pour imposer des lignes? Jusqu'ici c'est vrai, jusqu'ici c'est pas vrai. Alors même qu'il y a des laboratoires concurrents qui pourront s'imposer et gagner les marchés. Prof, vous avez parlé des informations tout à l'heure et de leur
rapidité, à être Leur instantanéité, oui. Leur instantanéité. Du coup, vous avez déjà répondu à la question dans l'exposé, mais je voudrais que vous rappeliez les étapes de la connaissance. Les étapes... Quitte à ce que même le journaliste qui gère une information se rende compte de la prudence qu'il doit avoir avant de mettre au goût du jour. Dans notre contexte, on ne peut plus standardiser les étapes. Voyez-vous? Oui. Parce que une connaissance peut commencer par se fonder en hypothèse à partir d'un préjugé, à partir d'une imagination, à partir d'un contact avec le monde extérieur. Il y a tellement de données. Et c'est pour cette raison que Karl Popper remet en question la théorie positiviste logique qui voudrait qu'on croie que absolument ça part de l'observation. Non. Voyez-vous? Ça peut aussi partir des besoins des peuples. Imaginez-vous, s'il faut commencer par l'observation nécessairement, comment on fera pour savoir que lorsque le malade est dans un certain état critique, quand il arrive à l'hôpital, il doit aller aux urgences et c'est de l'oxygène qu'il a besoin seulement pendant peut-être 5-10 jours. Si on ne va... Vous voyez, c'est les échecs, par exemple, qu'on va constater qui vont amener à réfléchir autrement. Et on va aller chercher dans l'atmosphère les différents types de gaz qui constituent l'air. Et on va voir celui qui est le plus propice à notre vie. Mais l'essentiel de la connaissance, c'est que, en fonction des hypothèses que vous avez posées, des lois de la vérification que vous avez aussi posées, et en fonction des objectifs que vous devez atteindre, si les canons tels que la logique, la nécessité et l'universalité sont respectés, alors il y a objectivité et par conséquent élaboration d'une connaissance. Vous savez, les savoirs sont éclatés. Nous sommes à l'ère de la spécialisation. Voyez-vous? Ce qui fait qu'il n'y a pas une seule méthode pour tous les savoirs. C'est là qu'on va des sciences dures aux sciences sociales ou humaines. Voyez-vous? Donc, mais il y a des possibilités de questionnement de la mise sur pied des théories qui peuvent permettre d'arriver à des niveaux de connaissances universellement acceptables. Mais on peut dire que l'effort de vérification est le socle sur lequel on peut travailler pour bâtir solidement une connaissance. Oui, sauf que la vérification elle-même, vous savez, j'aime prendre le cas de la médecine. Il y a des médicaments génériques, par exemple, pour soigner des maladies précises. Mais ces médicaments ne vont pas de la même manière, ne conviennent pas de la même manière à tous les hommes. Parce qu'il y a encore une diversité dans la fonctionnalité de la spécificité de chacun. Qui fait que là où vous allez prendre un comprimé pour guérir, moi, il m'en faudra 10. Voyez-vous? Parce que la vérification, comment on va faire pour vérifier sur tout le monde pour mettre sur pied? C'est ça le problème. Bon, maintenant, la perception de la formule chimique du médicament et la perception de du constituant le plus universel des hommes. Parce qu'il y a microbiologie et immunologie. Bon, l'immunologie va étudier la capacité de chaque organisme à vaincre la maladie. La microbiologie va étudier la capacité de chaque microbe ou de chaque organisme unicellulaire à être méchant vis-à-vis de l'organisme. Et dans les deux cas, il faudra trouver la valeur juste qui convient pour qu'on vienne à bout d'une maladie précise. Voyez-vous? Bon, et à partir de là, on va établir scientifiquement comment vaincre le paludisme, pas d'une seule manière chez tout le monde, mais différemment, selon que votre paludisme a été acquis parce que votre femme vous a quitté, ou le mien a été acquis parce que j'ai été piqué par la nouvelle femelle. Vous voyez, ce n'est pas le même paludisme, mais les symptômes sont les mêmes. Ça veut dire que la prise en charge va différer. Voyez-vous, parce qu'on peut manifester les mêmes symptômes alors que la cause de la maladie n'est pas la même. Oui. C'est ça le véritable problème. Pour finir, est-ce qu'on peut dire que la connaissance est le moyen de notre liberté?
Oui, c'est le premier moyen, le moyen fondamental de l'expression même de la liberté. Il n'y a pas de liberté dans l'ignorance. Et encore que, même chez les religieux, il n'y a pas de péché dans l'ignorance. Et vous voyez bien, j'aime bien cette cérémonie, je ne sais pas s'il faut appeler ça cérémonie, cette scène avec, dans la tradition chrétienne où Jésus qui va être crucifié dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça veut dire qu'il reconnaît que, comme ils sont ignorants, ils peuvent avoir péché. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons arrêter cette émission d'Interrogeons-nous en vous invitant à le regarder, à le faire savoir pour connaître, parce que la connaissance, dit le professeur, est le moyen de notre liberté. À très bientôt sur Africa TV. Merci, professeur. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci, professeur.